depuis ce matin, on a beaucoup parlé de formation, des présentations qui ont été surtout assurées du point de vue d'un certain nombre d'acteurs qui ont besoin de former leurs équipes ou leurs partenaires. Il nous semblait évidemment important d'exposer aussi le point de vue d'un centre de formation. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on a décidé de garder cette présentation pour nous, si elle finit par arriver sur l'écran. Donc moi, je vais vous introduire quelques enjeux, challenges, perspectives du point de vue d'un centre de formation, enfin plus spécifiquement du point de vue du CEDRE, qui, même si le terme CEDRE, Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, comme vous le notez, ne comporte pas de F pour formation ou de T pour training. Et si on regarde le récépissé de la déclaration de création de notre association, le terme formation n'apparaît pas. Mais si vous regardez les statuts, les premiers statuts de l'association nous conféraient déjà une mission de formation. Et ce qu'Erigène évoquait ce matin, la première instruction Polmar de 78. Et dans cette instruction Polmar de 78, on demande au CEDRE de familiariser les personnels civils et militaires avec le fonctionnement des matériels et des produits de lutte. Donc vous voyez déjà qu'on nous demandait de nous intéresser à la fois aux militaires et à la fois aux autres administrations et tous les civils. Et on demandait au préfet d'organiser des exercices, notamment avec le CEDRE, pour assurer l'entraînement des personnels. Donc il y avait bien dès le début une mission de développement des connaissances, d'analyse du retour d'expérience de la MOCO Cadiz, non pas pour garder l'information pour nous, mais bien pour la diffuser. Donc c'est notre rôle de documentation, d'information, mais même si ça ne figure pas sur notre sigle, également de transmettre via des formations ces connaissances. Alors je vais tout de suite introduire le fait que les formations délivrées par un centre de formation doivent l'être en toute objectivité. Et l'un des enjeux pour le CEDRE a toujours été de conserver une indépendance forte. Donc vous avez vu que plusieurs acteurs ici ont parlé du CEDRE, mais il y a une limite qui est importante à avoir en tête, je pense, c'est que le CEDRE ne vend ni de matériel de lutte, ni de produits de lutte, et que toutes les informations qu'on partage, notamment à l'occasion de nos stages de formation, le sont en toute objectivité. Nous n'avons rien d'autre à vendre que des services de qualité. Le premier enjeu pour le CEDRE, puisque l'objectif de la formation, et ça tout le monde l'a dit, c'est bien de faire monter en compétence les équipes que vous souhaitez former, donc de les envoyer en formation pour que leur niveau de savoir augmente, pour que leur savoir-faire soit renforcé. Ça implique pour le centre de formation de disposer d'une équipe qui dispose elle-même du savoir, de l'expertise nécessaire pour qu'elle soit partagée de façon pertinente avec les apprenants, comme on les appelle aujourd'hui. Et ça, c'est un enjeu fort pour le CEDRE. Vous avez compris que le CEDRE a été créé pour partager ces informations, les connaissances qu'il acquiert, notamment à travers ses actions de veille technologique ou de recherche. Mais la réciproque est également vraie. Pour assurer des bonnes formations, on a besoin de s'appuyer sur des connaissances scientifiques et techniques fortes. Et ça, c'est un enjeu important pour nous. C'est ce à quoi on veille au quotidien, que notre activité de formation s'appuie toujours sur ce qui ressort de nos activités de recherche, de tests, d'évaluation des matériels de lutte. C'est pour ça que venir en formation au CEDRE, en fait, ça permet aussi d'avoir des formations, en tout cas des cours ou des exercices qui sont encadrés par des gens qui, au quotidien, creusent le sujet, développent de la connaissance sur ces sujets-là. Donc la formation, l'information, la documentation, chez nous, s'appuie sur une forte activité de veille technologique et de recherche. Il est important que le personnel qui est envoyé en formation puisse avoir une information à jour, évidemment, sur un certain nombre d'éléments qui sont mentionnés ici, l'accidentologie, l'évolution réglementaire, la connaissance des acteurs. On vit dans un monde qui se complexifie de plus en plus. Les acteurs changent, leur mission évolue, les services fusionnent, les ministères changent de nom, on l'a dit. Donc tout ça nécessite une mise à jour constante des informations. La technique évolue, les scénarios de pollution évoluent, les polluants ne sont plus les mêmes. Donc le contenu, y compris des stages pratiques, doit évoluer.
Et tout ça nécessite de s'appuyer sur une forte activité de recherche, avec l'avantage pour le CEDD, c'est que comme on dispose de notre propre centre de recherche, on a accès direct, sans filtre, à l'information nécessaire à partager lors de nos stages de formation. La connaissance technique, la connaissance scientifique de l'antipollution n'est toutefois pas suffisante. On voit qu'aujourd'hui, l'efficacité de la formation professionnelle continue est de plus en plus mesurée. Quand j'ai commencé ma carrière au CEDD, on arrivait devant la salle, on délivrait le cours, on repartait, tout le monde était content. Maintenant, de plus en plus, les clients de l'activité formation nous demandent d'être en mesure de mesurer l'efficacité de la formation dispensée. Donc on ne paye plus un stage pour rien, pour cocher la case personnel formé. Il faut en plus qu'on s'organise pour prouver l'efficacité de la formation qu'on délivre. Et pour qu'une formation soit efficace, il faut qu'on touche le maximum de gens qui sont présents au cours de cette formation. Et vous êtes tous différents. Aujourd'hui, si on regardait, vous avez tous des façons de faire différentes, vous avez tous un background différent, vous avez tous des personnalités différentes, vous avez tous des qualités différentes. Et donc, pour qu'on arrive à toucher chacun d'entre vous, pour qu'on arrive à vous délivrer de l'information, que vous gardiez cette information en mémoire à l'issue du stage, on est obligé de varier les techniques pédagogiques. Et on est passé d'un temps au CEDD où on sortait nos spécialistes, on les mettait dans la salle de cours, et c'était ça la formation, à un temps aujourd'hui où on a dû renforcer nos équipes pédagogiques, on a dû monter au niveau de compétences en matière d'ingénierie pédagogique pour atteindre les objectifs que vous nous fixez. Parce qu'une formation efficace nécessite de plus en plus de nous appuyer sur une variété importante de techniques pédagogiques. Et ça aussi, c'est du savoir-faire, c'est de l'expertise, c'est de la formation continue, y compris pour nos propres formateurs. Donc ça, c'est un autre enjeu pour nous, c'est de réussir à faire en sorte que non seulement notre équipe soit compétente sur le plan technique, mais qu'en même temps, elle ait les bonnes compétences, les bons savoir-faire, la palette d'outils nécessaires pour délivrer correctement les messages, pour qu'ils soient bien enregistrés et qu'à la fin, la formation soit jugée efficace. On ne va pas faire un cours sur les niveaux d'acquisition d'informations. Je pense que vous êtes tous sensibilisés à ça. Vous savez que ce n'est pas si évident. Et donc, on varie les techniques pédagogiques. Et donc, on a été obligé de renforcer. Donc, Emmanuelle Poupon, qui est au fond de la salle, là, même si ce matin, elle était chargée de faire défiler les slides, c'est notre référente pédagogique. Et voilà, on a dû développer des nouvelles compétences au sein de notre équipe formation pour pouvoir atteindre ces objectifs, avec des techniques qui vont de la formation présentielle aux exercices pratiques qui ont déjà été mentionnés depuis ce matin dans nos installations ou à Blanc chez le client, des formations en ligne, des formations hybrides. Tout ça, c'est des outils différents avec des intérêts différents et qui nécessitent des compétences différentes pour l'équipe formation. Donc ça, c'est aussi un enjeu important pour nous. Un autre enjeu, parce que depuis le début, ça a été la stratégie du CEDD, de dire nos formations, on va essayer de les organiser de la façon aussi pratique que possible. Et pour pouvoir effectuer des formations pratiques réalistes, il faut disposer d'installations adaptées. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas rivaliser avec Pierre, qui a un centre de formation, Pierre Levasseur, au cadre bucolique, comme il le disait. Le port de Brest est certainement moins bucolique, mais nous avons un avantage, nous pouvons effectuer des déversements réels d'hydrocarbures dans nos bassins. Et même si la structure globale de ces bassins vous semble familière depuis des années, en fait, il est important pour le CEDD de garder une capacité à continuer à investir dans ces installations de formation pratique. Ça peut paraître simple, mais on pense que l'enjeu est fort. Beaucoup de gens, à travers le monde, sont venus rendre visite à nos installations, sont venus rencontrer notre équipe formation avec l'idée de faire pareil. Et à ma connaissance, il n'y a personne qui a fait pareil. Même l'OMSET n'a pas une plage artificielle permettant la diversité des exercices que nous pouvons organiser chez nous à Brest. Et donc ça, c'était vraiment important pour nous. C'est un enjeu fort, notamment en termes d'investissement, de coûts de maintenance, mais aussi de capacité à les faire évoluer. Quand on a commencé les formations pratiques au CEDD, il y avait surtout de l'eau. Après, on est venu rajouter du sable. On a découvert des nouvelles problématiques sur les RICA, notamment une problématique forte d'enrochement. On s'est dit, tiens, on va créer une unité enrochement sur la plage. Sur le Prestige, on a découvert une problématique forte de protection de prise d'eau. Donc on a effectué des petits travaux pour rajouter des prises d'eau. Et puis la problématique des pollutions chimiques est arrivée. Donc on a disposé des conteneurs avec des fûts de produits chimiques fictifs sur la plage. Et donc on essaye comme ça de
améliorer en permanence nos installations. Ça, c'est vraiment un enjeu fort pour nous. Dans les techniques pédagogiques, hein, le fait de pouvoir avoir des exercices très immersifs permet évidemment d'améliorer la mémorisation de l'information. Et le petit dernière bulle à gauche, vous voyez, c'est un petit ponton de plaisance. Aujourd'hui, on voit une forte activité qui se développe autour d'un port propre, de labels port bleu, pavillon bleu, etc., débarrassé de la moindre irisation. Même l'irisation aujourd'hui n'est plus acceptable. Donc il y a des nouveaux besoins de formation et donc des nouveaux besoins de plateaux techniques. Des compétences techniques qu'on juge bonnes. Un savoir-faire pédagogique suffisant. Des installations adaptées, pour ne pas dire uniques au monde, ça n'est pas encore suffisant. Il y a un certain nombre d'acteurs qui, avant de nous confier leurs équipes en formation, exigent un certain nombre de labels. Donc il faut aussi être capable de prouver le respect d'un certain nombre de procédures, de qualité. Et ça aussi, c'est un enjeu fort. Alors on a la chance au CEDRE de pouvoir bénéficier d'abord des agréments du ministère chargé de l'environnement, du secrétariat d'État à la mer et du ministère de l'Intérieur, ce qui nous donne la légitimité pour former les équipes de la sphère publique. Vous l'avez compris, on est un partenaire essentiel de ces ministères. Mais quand on a commencé à faire de la formation au CEDRE, on n'était pas centre de formation. On a été créé en 1978, on a commencé à travailler en 1979. En 1979, le ministère de l'Équipement a commencé à nous confier ses premières formations, les premières formations internationales en 1980. Et en 1989, on nous a dit « Ah ben non, vous ne pouvez plus faire de formation. Il faut que vous deveniez centre de formation professionnelle agréé. » On a fait l'effort. Et puis après, on nous a dit, en 2019, c'est plus suffisant, il faut être Calliope. Si vous voulez pouvoir être payé par les organismes qui financent la formation continue, il faut aussi être Calliope. Puis il faut aussi être qualité. Et puis si vous voulez délivrer des cours aux standards de l'Organisation maritime internationale, il faut avoir la certification Nautical Institute. Et puis si vous voulez avoir accès à un certain nombre d'acteurs locaux, il faut aussi que le pôle mer valide vos formations. Puis si vous voulez pouvoir former les élus, il faut aussi que l'ANEL valide de vos formations. Donc vous voyez qu'au-delà de la compétence technique, au-delà du savoir-faire, il y a aussi un enjeu fort, c'est de conserver la légitimité à délivrer des cours, organiser des formations pour un certain nombre d'acteurs. Et ça passe par un peu de paperasse, un peu de statuts légaux, un peu de certification, qualité, label, qu'il faut évidemment entretenir chaque année, qui nécessite de la traçabilité, qui nécessite de faire des audits. Je vous passe les détails. Donc là, vous voyez, on parle de certification. Donc derrière ça, il y a une notion en fait de procédures bien établies, de cours bien standardisés. Les standards OMI sont les plus connus. Et en même temps, au quotidien, on est en contact avec des demandeurs, appelons-les des clients, qui souhaitent organiser des formations pour leurs équipes, mais pour lesquels la formation standard n'est pas forcément celle qui est souhaitée. Et donc on se retrouve avec des demandes de formation standard parce qu'on veut que le personnel soit formé aux standards de l'OMI. Mais ce n'est pas exactement ça. On aimerait mieux quelque chose à la carte. De l'inter-entreprise, comme on dit chez nous, c'est-à-dire grosso modo un stage ouvert à tous, comme ceux qu'on organise dans nos installations, qui permet de côtoyer d'autres acteurs et qui colle évidemment un peu moins bien à vos besoins propres, mais qui vous permettent de tisser un réseau d'acteurs, de mieux comprendre les interfaces que vous aurez à tel ou tel autre, mais qui ne correspondent pas 100% à vos besoins. Donc, peut-être une formation intra réservée à votre équipe qui va être formée toute seule sur ses besoins propres, mais qui n'aura sans doute pas une vision très large du reste de l'environnement dans lequel elle va évoluer le jour où il y a de la pollution. On parle beaucoup d'eau marine depuis ce matin, mais le CEDRE forme aussi les équipes d'intervention en eau douce. Ce n'est pas les mêmes techniques, ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas les mêmes processus pédagogiques. On travaille pour le secteur privé, on travaille pour le secteur public, même si vous avez vu qu'il y a des principes qui sont vraiment identiques entre ces deux mondes-là et qu'évidemment, ils ont besoin de travailler ensemble. On le voit quand même qu'il y a des formations où seul le secteur public vient, et il y a des formations où seul le secteur privé vient, que les interfaces sont encore parfois dures à organiser. En France, alors dans une moindre mesure que
que peut-être le Canada ou le Royaume-Uni, quoique on a aussi des problématiques de métropole et des problématiques d'outre-mer, avec donc des besoins de formation, des profils qui ne sont pas les mêmes. Et ça aussi, ça nécessite une certaine adaptation pour un centre de formation. Et puis les formations chez nous, les formations chez le client ou chez un partenaire, les formations en présentiel, en distanciel ou en hybride, tout ça c'est différent. Et donc là-dedans, dans ce panel de techniques ou de modalités d'organisation, les partenaires, les clients qui nous sollicitent font chacun leur choix et mixent un certain nombre de choses. Donc il faut à la fois avoir des procédures, respecter des standards et être aux normes, et en même temps il faut être très flexible et s'adapter aux besoins du client. Donc on a vraiment besoin d'une équipe multidisciplinaire et réactive. Et c'est pour ça qu'au début de son histoire, le CEDRE n'avait pas à proprement parler une équipe formation. On prenait les scientifiques, on les mettait à faire de la formation. Et très vite, il a fallu professionnaliser cette activité formation et créer un service formation dédié, avec toute la compétence, la réactivité, le savoir-faire qui vont avec. Il y a un autre enjeu qui est apparu au moment de l'ERICA, qui a été rappelé aussi par Sclérigène ce matin, c'est que, grosso modo, jusqu'aux années ERICA, on assurait de la formation en temps de paix. Ça, c'était vraiment un des piliers de la préparation à la lutte avant que la pollution ne survienne. Quand l'ERICA est arrivé, et vous vous souvenez de l'histoire, les nappes sont restées longtemps dérivées en mer, beaucoup d'acteurs se sont dit « Comment je vais intervenir ? Il me faut de la formation en urgence. » Et donc, à l'époque, on a improvisé, en utilisant les supports et les modules dont on disposait à l'époque, des formations délocalisées sur le terrain au profit de volontaires, au profit de l'armée, au profit de pompiers, au profit de collectivités, un certain nombre d'acteurs qui ne venaient jamais en stage jusque-là. En février 2000, donc 2 mois après que l'ERICA ait coulé, les ministères, le CIAT, c'est le Comité interministériel d'aménagement du territoire, nous demandaient de créer une équipe pilote d'intervention formation pour les années à venir qui aurait la vocation de se déplacer dans l'urgence, former dans l'urgence les acteurs de la réponse sur le littoral ou en pleine mer. C'était complètement nouveau. En un claquement de doigts, il fallait déplacer des formateurs et les supports utiles. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ces enjeux ont été rappelés de nouveau. Ça s'est un petit peu perdu de vue ces dernières années. Je vous ai mis une photo de Macondo où on voyait typiquement ce genre de formation massive au profit notamment des pêcheurs qui sont intervenus dans la réponse. Je pense que ça, c'est un enjeu fort. Malgré tous les efforts que vous faites, le vivier qu'on essaye tous d'entretenir, on sait très bien que le jour J, on n'aura pas tout le personnel formé sous la main et qu'il faudra donc, dans l'urgence, être capable de faire monter très rapidement en compétence un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient membres de vos cellules de crise ou qu'ils soient directement impliqués dans la réponse sur le terrain. Ça, c'est un enjeu important pour nous. Il y en aurait bien d'autres des enjeux, mais c'est ceux-là que je voulais partager. Quelques mots maintenant sur les perspectives, parce que le CED fait de la formation depuis bientôt 45 ans. L'activité historique, c'est la formation et la lutte contre les pollutions par hydrocarbures. Ça a été dit aussi ce matin. On note qu'un certain nombre de statistiques tendent à prouver que le nombre de marées noires, en tout cas par navire, diminue. Néanmoins, notre service astreinte continue à être appelé aussi souvent que les années précédentes pour des pollutions par hydrocarbures, ce qui traduit que ça reste une réalité, sans doute pas avec l'ampleur que ce qu'on a connu sur les grandes marées noires des dernières décennies, mais néanmoins, le niveau d'exigence, le niveau de propreté, attendu dans un certain nombre de secteurs ou par un certain nombre de parties prenantes implique qu'il faille développer de la formation. Le CEDRE va bientôt développer des modules de formation pour lutter contre les irisations. Alors que quand on a commencé l'activité formation, on disait que quand on était arrivé au stade de l'irisation, le nettoyage était fini. Vous prouvez que le niveau d'exigence évolue, les attentes de la société évoluent, et donc les réponses par les équipes d'intervention devront évoluer. Les pollutions chimiques, évidemment, ça reste un enjeu majeur. On a déjà mentionné la signature, l'entrée en vigueur de la Convention sur les produits chimiques. Ça va introduire des besoins de formation. On a été confronté à des déversements de granulés plastiques industriels sur les côtes atlantiques il y a quelques semaines. Un certain nombre de pays ont vécu des déversements massifs. Le CEDRE est intervenu au Sri Lanka sur ce type de pollution. On a identifié là aussi de l'intérêt pour de la formation dans le domaine. On a
eu des présentations cet après-midi concernant les énergies marines renouvelables. Je ne reviens pas sur ce qu'a fait le CET dans ce contexte. Ce sont des nouvelles activités, ce sont des nouvelles perspectives pour nous en matière de préparation à la lutte et notamment de formation. On a aussi évoqué les nouvelles propulsions. Alors pour l'instant, on ne développe pas encore de la formation. On est encore en train de faire de la recherche, de développer des connaissances, mais on espère à terme avoir un retour sur investissement et qu'une partie de la connaissance qu'on aura pu acquérir pourra être délivrée à travers des actions de formation et d'information. Et on voit dans les ports, alors côté de Tanger, c'est lancé depuis de nombreuses années, mais il y a beaucoup de ports aujourd'hui, et c'est notamment un des sujets du projet européen Iramar, financé par la DG ECO. Il y a de plus en plus de ports qui ont élevé leur niveau d'exigence en termes de capacité à lutter contre les pollutions accidentelles, et ça aussi, c'est des nouvelles perspectives. J'en ai bientôt fini. Vous rappelez aussi qu'il est heureux de voir que dans les derniers textes qui ont été revus au plan national, que ce soit les textes de sécurité intérieure ou les textes Polmar, le rôle du CEDRE et l'obligation à former les équipes pour les intervenants a été renforcé. On a parlé de mécanisme européen de protection civile ce matin. Il y a 3 semaines maintenant, était organisé en Finlande le premier rassemblement mixte des autorités terrestres, c'est-à-dire le mécanisme européen de protection civile et le mécanisme de réponse en pleine mer via l'EMSA, et donc plutôt un mélange autorité maritime, pompiers, complété par un 3e type de compétences, les compétences des experts, notamment en environnement. Et donc pendant une semaine, on était tous ensemble à travailler sur des scénarios fictifs de pollution et à voir comment on pouvait s'interfacer les uns avec les autres, quels étaient nos besoins respectifs. Et en conclusion, le terme awareness, information, training revenait sans cesse dans tous les groupes de travail. Et donc ça, c'est évident, c'est enfoncer une porte ouverte, mais les besoins de formation, et notamment les besoins de formation tous ensemble, de mêler des communautés différentes dans un même stage de formation a été soulevé. Et puis nous, on le voit dans d'autres régions du monde, mais ça, je pense que les conférenciers qui se sont succédés aujourd'hui l'ont bien montré. En conclusion, quelques points d'attention qu'on souhaitait soulever aujourd'hui, mais par exemple à Tanger, par exemple du côté du WACAF, du côté de Total, ça a été souligné aussi. La formation seule ne sert à rien, évidemment. C'est important d'accompagner la formation d'un plan d'urgence, de procédures. Il faut qu'on ait réfléchi à nos procédures d'intervention. Et puis, il faut évidemment que le matériel de lutte reste opérationnel. Pour qu'il soit opérationnel, un entraînement régulier qui permet de réparer ce qui a besoin d'être réparé, c'est une bonne technique. La formation, elle doit être répétée pour maintenir les compétences. Et donc, le vivier, il doit être suivi, il doit être renouvelé. Alors ça, bon, j'ai compris que c'était un challenge pour vous tous. C'est vrai que les équipes tournent vite. Pour un centre de formation, c'est intéressant quand on sait que un tiers ou un quart des effectifs est muté chaque année dans la sphère publique. C'est très bon pour notre fonds de commerce, parce qu'on sait que tous les ans, on a de l'activité formation. Ça, c'est parfait. Quand on peut accompagner des acteurs pendant plusieurs années et voir des équipes monter en compétences, gagner en indépendance, gagner en niveau d'expertise et finalement répondre efficacement à une pollution, ça, c'est aussi très satisfaisant pour un centre de formation. Donc je sais très bien, je suis bien conscient du challenge que ça implique de suivre un vivier, de le maintenir, de le faire monter en compétences, mais je crois, l'expérience le montre, que c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis, je voudrais dire que nous, au CEDRE, on observe une petite tendance à un retour à une situation qu'on avait connue avant l'ERICA, du tout à la carte. Et du tout à la carte, comme je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, c'est de l'intra, vous êtes entre vous. Alors oui, la formation, elle est pile poil sur vos besoins. Elle correspond pile poil à ce dont vous avez besoin, mais vous ne rencontrez pas les autres acteurs. Et pour le peu qu'il n'y ait pas d'exercice ou d'entraînement de grande ampleur qui vous permettent de travailler avec ces acteurs, eh bien, tout doucement, on s'éloigne les uns des autres. Et c'est ce qui est arrivé. Juste avant l'ERICA, au CEDRE, on avait des stages qui s'appelaient le stage État-major Marine nationale. On avait un stage pratique qui s'appelait le stage pétrolier. Donc on avait vraiment des mondes qui ne se rencontraient pas, même pas en formation. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, la demande de stage à la carte intra augmente. Attention, je comprends bien votre souhait de former vos gens au plus possible, au plus près possible de vos propres besoins. Gardez en tête que la gestion d'un événement implique de nombreuses parties différentes et que la formation, c'est une bonne opportunité pendant le stage, pendant le déjeuner, parfois pendant la soirée, de tisser du lien, d'améliorer son réseau et d'apprendre à travailler ensemble. Et ce sera ma conclusion.